Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. La semaine dernière, on a exploré ensemble quelques-uns des lauréats 2024 du programme NIAC de la NASA, le programme qui récompense les innovations de rupture capables de changer radicalement la manière dont on explore l'espace. Dans l'épisode précédent, on s'est focalisé sur Mars. Aujourd'hui, on va explorer les autres innovations qui ont été récompensées en 2024. Elles concernent aussi bien le voyage interstellaire que l'observation du cosmos. Vous allez le voir, il y a des concepts hyper audacieux qui nous font rêver à un avenir peut-être pas si lointain. On va mettre tout de suite les pieds dans le plat en nous demandant comment explorer Proxima du Centaure. Notre plus proche voisine abrite au moins une exoplanète dans sa zone habitable. Si ça se trouve, on a énormément de chance et il y a de la vie extraterrestre dans le voisinage immédiat du Soleil. Le meilleur moyen de s'en assurer est encore d'aller sur place. Seulement, vous devez le savoir, aller jusqu'à Proxima du Centaure est presque impossible. La distance à couvrir est énorme. Avec les sondes dont on dispose actuellement, il faudrait des dizaines de milliers d'années pour faire le voyage. Il y a quelques années, on a vu émerger le projet Breakthrough Starshot. Il propose d'utiliser de puissants lasers pour accélérer des microsondes dotées de voiles solaires à 20% de la vitesse de la lumière. Il serait alors possible de rejoindre Proxima du Centaure en une vingtaine d'années, ce qui est beaucoup plus acceptable. Aller jusqu'à Proxima ne résout qu'une partie du problème. Le voyage ne sert à rien si on n'est pas capable de mener des observations sur place et de renvoyer l'information vers la Terre. C'est sur ce problème que se penche la première innovation dont on va discuter aujourd'hui. Avec des sondes de quelques grammes ne disposant que de quelques milliwatts de puissance électrique, il paraît impossible de communiquer avec la Terre, du moins pour une seule sonde. Les possibilités deviennent cependant plus intéressantes lorsqu'on lance les sondes par milliers et qu'on leur permet de former un réseau géant. L'idée consisterait donc à lancer les sondes une par une. Les dernières d'entre elles seraient accélérées avec un peu plus de vitesse pour qu'elles rattrapent les premières au moment d'arriver dans le système Proxima. Une fois les accélérations faites, le laser enverrait régulièrement des pulsations, agissant comme une sorte de métronome pour caler les horloges de chaque sonde. Une fois rendues au niveau de Proxima, les 1000 sondes adopteraient la forme globale d'une antenne de 100 000 km de diamètre. Elles pourraient alors synchroniser leur émission pour renvoyer vers la Terre un signal suffisamment puissant pour être détecté. Les sondes devraient être extrêmement autonomes et capables de prendre des décisions rapidement. En effet, elles ne passeraient qu'un temps très court à proximité des planètes intéressantes, vu leur vitesse relative. L'auteur du concept pense qu'une telle solution pourrait être technologiquement mûre entre 2050 et 2075. L'humanité serait ainsi prête à un voyage interstellaire robotique avant la fin du siècle. L'étape suivante consisterait à permettre à des humains de faire un voyage interstellaire. C'est une aventure à laquelle pourrait contribuer l'innovation dont on va maintenant discuter. Les voyages spatiaux sont longs, même dans le système solaire. Effectués en microgravité, ils dégradent les os et les muscles des équipages. Ces effets ont été observés depuis des dizaines d'années à bord des stations spatiales. Ils constituent une des principales barrières qui nous séparent d'un voyage vers Mars ou au-delà. Pour lutter contre ces pertes osseuses et musculaires, il pourrait exister un moyen relativement simple qui ne nécessite même pas de gravité artificielle. Il suffit de regarder chez certains mammifères qui hibernent. Ils peuvent passer de longs mois d'activité réduite tout en conservant leur masse musculaire et leur densité osseuse. Leur métabolisme, leur température et leur rythme cardiaque baissent, ils consomment donc également moins de ressources. Ce phénomène n'a jamais été étudié dans l'espace, mais c'est ce qu'aimerait faire une équipe récompensée par le programme NIAC. Ils ont imaginé un dispositif de test capable d'accommoder des espèces de mammifères de tailles diverses. L'idée serait de tenter de les faire hiberner dans l'espace, pour voir si le phénomène qui leur permet de conserver leur masse musculaire et leur densité osseuse sur Terre fonctionne également en microgravité. Ils seraient ainsi placés dans une sorte de cellule maintenue à 4 degrés pour déclencher l'hibernation. Leur consommation d'oxygène, leur température et leur rythme cardiaque seraient surveillés.
Il serait également possible de mesurer la composition de leur corps avant et après l'expérience. Ce serait l'occasion de déterminer si ce phénomène peut se produire dans l'espace et s'il peut éventuellement servir au voyage habité. L'humanité n'est pas une espèce qui hiberne, encore que on sait tous qu'il est plus dur de se lever les froids matins d'hiver. L'expérience pourrait donc également accommoder des espèces qui naturellement n'hibernent pas pour voir si une torpeur peut leur être artificiellement imposée. Une hibernation artificielle des humains ne serait certainement pas suffisante pour les faire survivre jusqu'à Proxima du Centaure, mais elle pourrait grandement simplifier le voyage vers Mars. L'innovation dont on va maintenant discuter pourrait servir à une exploration poussée du système solaire. Elle est présentée comme permettant l'interception d'objets interstellaires, ces objets qui traversent le système solaire avant de repartir vers les étoiles. Ce concept est une méthode de propulsion à mi-chemin entre le moteur nucléaire et la voile. Elle consisterait à fabriquer de grandes surfaces recouvertes d'une fine couche d'un isotope radioactif. L'exemple qui nous est donné est celui d'une couche de 10 micromètres de thorium-228. D'un des côtés de cette couche, on placerait 50 micromètres d'absorbeurs de radiation. L'autre côté serait laissé libre. Le différentiel de radioactivité alpha émise d'un côté par rapport à l'autre suffirait à produire une poussée. Le thorium-228 a une demi-vie de presque 2 ans, ce qui permettrait des missions relativement longues. Il serait cependant possible de créer un vaisseau avec différents étages de propulsion en exploitant des isotopes aux demi-vies plus ou moins longues. Cette méthode pourrait produire des accélérations fabuleuses. L'auteur du concept estime que 30 kg de matière radioactive étalée sur 250 m² pourrait fournir 150 km par seconde de ΔV à une charge utile de 30 kg. Il serait par ailleurs possible d'orienter la poussée en pliant certains des panneaux qui constituent la voile. Une telle capacité permettrait d'explorer des objets de la ceinture de Kuiper ou des cibles extrêmement difficiles à atteindre. On pense par exemple aux transneptuniens extrêmes tels que Sedna. Allez, on reste dans les concepts d'exploration audacieux avec un projet de retour d'échantillons à destination de Vénus. L'étoile du Berger a beau être techniquement la planète la plus facile à atteindre depuis la Terre, sa surface reste extrêmement inhospitalière. Aucune sonde n'a pu y survivre plus d'une poignée de secondes. Son atmosphère épaisse et sa forte gravité rendent un décollage depuis la surface presque impossible. C'est une cible beaucoup plus dure que Mars pour un retour d'échantillons. Pour réussir cet exploit, un concept récompensé par le programme NIAC propose d'exploiter 3 véhicules. Un ballon gonflable qui resterait dans la haute atmosphère et qui transporterait la fusée de retour. Celle-ci fonctionnerait au monoxyde de carbone, lesquels seraient extraits de l'atmosphère vénusienne. En deuxième, il y aurait un avion fonctionnant à l'énergie solaire. Il devrait être capable de faire la jonction entre la surface et le ballon transportant la fusée de retour. Au sol, un atterrisseur durci pour résister aux terribles pressions et températures de notre voisine se chargerait du prélèvement. Peu de détails ont été rendus publics sur les spécificités des 3 véhicules. Mais l'auteur de la proposition travaille sur des missions vénusiennes pour le compte de la NASA depuis des dizaines d'années. Espérons donc que cette sélection donne un peu de corps à ses idées. Le concept suivant nous amène cette fois-ci du côté de la Lune et propose une autre façon innovante d'utiliser l'énergie nucléaire. Au fond des cratères des pôles lunaires, il fait très froid, jusqu'à moins de 150 degrés Celsius. C'est d'ailleurs ce qui a permis à de la glace d'eau de s'y conserver pendant des milliards d'années, à l'abri de toute lumière solaire. Seulement, cet environnement est très hostile pour les capteurs, surtout ceux qui nécessitent une batterie. On a vu sur les missions lunaires récentes qu'il est très difficile de survivre une nuit sur notre satellite du fait de ces grands froids. Il n'y a guère que le rover chinois Yutu-2 qui se réchauffe au plutonium-238 qui parvient à tenir dans la durée. L'innovation qui nous intéresse fait appel à des micro-batteries au tritium développées par l'entreprise Citylabs. Elles reposent sur l'effet bêta-voltaïque, lesquels permettent de produire de l'électricité à partir de particules bêta, c'est-à-dire d'électrons. Ces batteries sont minuscules et ne peuvent produire que quelques nanowatts. L'idée est de les coupler à un format dénommé ChipSat, pensé lui aussi pour être minuscule et peu gourmand. Il est ainsi possible de produire des capteurs de très petite taille qui peuvent survivre dans le froid des cratères lunaires. En les produisant en grand nombre, on peut les disperser sur tout le diamètre d'un cratère pour caractériser précisément l'eau ou les matériaux volatiles qui s'y trouvent.
Cette stratégie pourrait éventuellement être employée par la NASA puisqu'elle a choisi de récompenser cette innovation. Les deux derniers concepts qu'on va explorer aujourd'hui concernent l'observation du cosmos à travers une technique commune, l'interférométrie. Le premier d'entre eux nous amène encore une fois au niveau de la Lune. Notre satellite est un lieu idéal pour faire de l'astronomie. Il n'y a pas d'atmosphère pour perturber les fronts d'ondes et pas de pollution lumineuse, du moins pas encore. Une des propositions lauréates du programme NIAC concerne un projet d'interféromètre optique. Il y a quelques années, on avait consacré un dossier de l'espace à l'interférométrie. Cette technique consiste à faire interférer la lumière de deux télescopes distincts l'un de l'autre pour produire un pouvoir de résolution équivalent à celui qu'aurait un télescope dont le miroir aurait une taille égale à la distance qui sépare les deux télescopes. C'est une technique très puissante mais très difficile à mettre en œuvre. En l'absence d'atmosphère, c'est cependant un peu plus simple. Le concept récompensé propose d'exploiter l'effort d'Artemis pour amener sur la Lune les infrastructures nécessaires à une telle installation. Idéalement, cela permettrait de mettre en œuvre un interféromètre avec une ligne de base, la distance qui sépare les télescopes, se comptant en kilomètres. Un tel dispositif aurait un pouvoir de résolution énorme. Il pourrait théoriquement distinguer les continents ou les nuages sur une exoplanète de notre voisinage. C'est, je trouve, une excellente motivation pour continuer à pousser notre effort lunaire. Le dernier concept que nous allons explorer aujourd'hui est pensé comme un moyen de résoudre la tension de Hubble, une des crises que traverse la cosmologie moderne. Il propose d'explorer une nouvelle classe de chandelles standards à travers les FRB, les sursauts radio rapides. Ces flashs radio ultra puissants voyagent sur des centaines de millions ou milliards d'années-lumière avant d'atteindre le système solaire. Il devrait être techniquement possible de connaître leur distance avec une grande précision en construisant un interféromètre radio de 100 unités astronomiques. Il faudrait ainsi lancer jusqu'à 4 vaisseaux de part et d'autre du système solaire externe. Lorsqu'un FRB arriverait dans le système, son front d'onde devrait avoir une très légère courbure. En mesurant cette courbe avec un timing très précis de l'arrivée du signal aux différents observatoires, il devrait être possible de mesurer la distance qui nous sépare de l'origine du FRB. On pourrait alors utiliser cette mesure pour calculer la constante de Hubble, le taux d'expansion de l'univers. Ce serait l'occasion de résoudre ou d'aggraver la tension de Hubble. Si le sujet vous intéresse, on a dédié un dossier de l'espace au sujet. Et voilà qui nous amène au bout de ce second dossier consacré au lauréat 2024 du programme NIAC. J'espère que vous avez aimé découvrir ces technologies avec nous, et j'espère que certaines d'entre elles finiront par être implémentées dans un avenir pas trop lointain. Comme d'habitude, on attend vos questions et vos remarques dans les commentaires. Vous pouvez également y retrouver nos sources, nos réseaux sociaux, etc. Quant à nous, on se donne rendez-vous mardi prochain pour un nouveau DNDE, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.